La Chine, l'Empire du Milieu, est l'une des plus anciennes civilisations du monde. C'est aussi le territoire le plus peuplé de la planète avec près d'1,5 milliard d'habitants, soit 20 fois plus qu'en France. La province de Lanhui se situe dans l'est du pays. Tangkou est une petite bourgade de montagne qui compte moins de 1000 habitants. Le marché propose divers ingrédients et des spécialités locales, comme des brochettes ou de la canne à sucre. On prépare également des nouilles traditionnelles. Maître Han Baishi vit ici en tant que peintre et calligraphe. Un artiste doit étudier la nature avant de la peindre. Il doit explorer en détail les lieux remplis de beauté et de poésie qu'il a décidé de coucher sur sa toile. Le peintre a sillonné tout le centre de la Chine. Il aime particulièrement représenter de manière stylisée les beautés naturelles de la région. La nature reste une source d'inspiration traditionnelle de l'art chinois. Et le mont Huangshan fait partie des sites incontournables. Le massif s'étend sur 1200 km², dont 154 km² forment une zone d'une beauté exceptionnelle. Ce tableau sauvage remonte à quelques 100 millions d'années. De nombreux artistes tombent sous le charme de ces roches étranges, ces pins hauts perchés et cette mer de nuages. C'est en l'an 747 que le massif reçoit son nom actuel de Huangshan, qui signifie « montagne jaune », en hommage au souverain Huangdi, l'empereur jaune. Depuis 1990, le site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son intérêt culturel et sa beauté naturelle. Plus de 70 pics de granit spectaculaires se dressent entre 600 et 1900 mètres d'altitude. Chaque matin, un groupe de porteurs prépare son chargement au pied de la montagne. Ils montent à dos d'homme tout ce qui peut être nécessaire, comme des bonbonnes de gaz, de la nourriture, de l'eau ou du bois. La montagne jaune s'impose comme l'un des paysages grandioses de Chine. Le mont Huangshan doit sa renommée à 4 merveilles naturelles. La première, ce sont ses pins surprenants, qui poussent à même la paroi rocheuse. Pendant des siècles, leurs racines se sont enfoncées de plus en plus loin dans la roche. Cela permet aux arbres de survivre aux caprices du temps et des saisons. Certains arbres portent des noms évocateurs, comme le tigre noir, la griffe du dragon ou le pin de la bienvenue. Le poète Li Bai se serait exclamé en les voyant « Le grand pinceau fleuri que j'ai vu dans mon rêve se trouve à cet endroit ». La deuxième merveille des lieux, ce sont ces formations rocheuses très fantaisistes. Chaque sommet porte un nom poétique, comme le pinceau fleuri du rêve en référence au poète. Il y a aussi le pic du lion, celui du singe regardant la mer, ou encore celui des immortels jouant aux échecs. Le pic du lotus, lui, culmine à 1864 mètres. La troisième merveille de Huangshan est sa mer de nuages surréaliste. Avec une moyenne de 70% d'humidité, le paysage s'embrume environ 250 jours par an. Les lieux sont une référence de la culture chinoise, notamment taoïste. Une soixantaine de temples ont ainsi été construits sous la dynastie Yuan entre le XIIIe et le XIVe siècle. Les premiers sentiers et escaliers ont été aménagés sous les Ming au XVIIe siècle.
Chaque année, nous transportons des milliers de visiteurs jusqu'en haut de la montagne sur nos chaises de bambou. Cela permet d'épargner un effort qui pourrait être dangereux, surtout pour les personnes âgées. La quatrième merveille du massif, ce sont les sources d'eau chaude utilisées en bain ou en piscine. Elles gardent une température moyenne de 40 degrés. Des chutes d'eau et des lacs entretiennent aussi l'humidité ambiante. Sous la dynastie des Ming, le géologue Xu Xiake écrit « Qui a vu les 5 monts sacrés n'a nulle envie de connaître les autres cimes. Qui a vu le Huangshan n'éprouve plus aucun plaisir à regarder les 4 autres montagnes sacrées. » Le mont Huangshan abrite plus de 1600 espèces de plantes, dont des spécimens de pins millénaires. Non loin des montagnes, l'ancien village de Chengkan présente une architecture étonnamment bien conservée. Chengkan a été fondé il y a environ 1800 ans. De nombreux monuments historiques datent des dynasties Ming et Qing. Le village est construit comme un labyrinthe. Toutes les maisons sont agencées autour de la rivière, qui est censée apporter bien-être et chance. Chengkan dégage une atmosphère tranquille et rurale. Ses ruelles, ses plans d'eau et le style architectural traditionnel de la région, avec ses maisons de murs blancs et de tuiles grises, pourraient faire croire que le temps s'est arrêté. Vivre dans un ancien bourg comporte parfois quelques inconvénients. Le ramassage des ordures dans ces ruelles étroites, par exemple, peut se transformer en une opération assez délicate. Monsieur Qinglu vit dans la maison de ses ancêtres, bâtie au XVe siècle. Cette maison est très bien construite. Il n'y a pas le confort moderne. Mais je suis content d'y habiter. Les lieux semblent traverser les âges à l'identique, que ce soit à l'intérieur ou au dehors. Le village aurait été conçu suivant la philosophie du Feng Shui. La présence de l'eau joue donc un rôle prépondérant dans son agencement. Et c'est tout un système de réseaux hydrauliques avec réservoirs et canaux qui sillonnent la cité. De petites rigoles coulent toujours devant chaque demeure. L'eau reste un élément très influent sur le rythme de vie chinois traditionnel. La province de l'Anhui possède d'autres sites surprenants. Comme cette pagode, qui fait partie des monuments spirituels et religieux typiques de l'Asie. À quelques kilomètres du mont Huangshan, une vaste forêt de bambous recouvre la vallée de Mukeng. La majeure partie des 300 espèces chinoises poussent dans le sud-est du pays. C'est un élément privilégié de l'art chinois, et on le retrouve aussi bien dans la gastronomie que dans les matériaux de construction. Le site connaît une nouvelle popularité depuis l'an 2000 avec le succès de Tigre et Dragon au cinéma. Car c'est ici que le réalisateur Ang Lee a choisi de tourner quelques-unes des fameuses scènes de combat de son film aux 4 Oscars.
La capitale provinciale du Kiangsu s'étend sur la rive sud du fleuve Yangtze-Kiang, au pied de la montagne pourpre. Nankin est l'une des villes les plus importantes de la Chine orientale. Nankin signifie littéralement « capitale du Sud », un nom qui souligne bien le rôle historique de la ville. Fondée au 5e siècle avant notre ère, elle devient la capitale du pays pour la première fois en 229. De nombreux vestiges archéologiques témoignent de son passé. Entre le Moyen Âge et le XXe siècle, Nankin se retrouve plusieurs fois capitale de l'Empire chinois. C'est une cité prospère, où l'artisanat, le commerce et l'industrie se sont rapidement développés. D'imposants remparts médiévaux de plus de 30 km à l'origine protégeaient la ville. Fabriqués avec des briques de 15 kg, ils sont édifiés sous la dynastie Ming au XIVe siècle. 200 000 ouvriers participent à cette construction démesurée pendant 20 ans. Quelques portes fortifiées, hautes de 12 mètres, ont également résisté au temps. Ces vestiges sont encore debout, notamment grâce à la qualité des matériaux employés, comme le granit, les briques et les joints en mortier et riz gluant. D'énormes boulets de pierre sont toujours soigneusement entreposés dans les souterrains de la citadelle. Nankin a connu une histoire particulièrement tragique. En 1842, la première guerre de l'opium entre la Chine et l'Angleterre prend fin avec le traité de Nankin, qui cède Hong Kong aux Anglais. En 1864, la révolte des Taiping échoue ici avec plus de 100 000 morts. Au XXe siècle, la décennie de Nankin désigne la période d'affirmation du pouvoir de Chiang Kai-shek, qui en fait sa capitale en 1928. Puis le Japon envahit la Chine. Et en 1937, les habitants de la ville sont sauvagement meurtris par les soldats japonais lors du massacre de Nankin. Au cœur de la ville, les citadins peuvent accrocher leurs souhaits dans cet arbre à vœux traditionnel. Le temple de Confucius, ou Fuzimiao en chinois, date du XIe siècle. 2 lions gardent la porte principale. Le temple abrite plusieurs statues imposantes de Confucius. Les préceptes de ce philosophe né en 551 avant Jésus-Christ influencent toujours la culture chinoise. Le confucianisme suggère de gouverner grâce à l'éducation des hommes, avec surtout une morale stricte et un fort respect de l'ordre. Il devient la doctrine de l'État sous la dynastie des Han dès le IIe siècle avant notre ère. Certaines paroles confucéennes peuvent résonner de façon intemporelle. Par exemple, étudier sans penser est inutile, penser sans étudier est dangereux. Ou encore, ne vous souciez pas de n'être pas remarqué, cherchez plutôt à faire quelque chose de remarquable. L'une des salles du temple était autrefois utilisée pour des cérémonies de sacrifice. Le site, bâti en l'honneur du philosophe chinois, a été agrandi et modernisé à la fin des années 1980. C'est aujourd'hui l'une des plus grandes attractions de la ville. Les musiciens du temple, vêtus de costumes d'époque, interprètent un morceau classique. Ces instruments de musique sont des reproductions. Elles sont très fidèles aux instruments qui existaient à l'époque. La guzheng ou sitar chinoise, le pipa ou luth chinois, le biangqing, un carillon de pierre, et le biangzong, l'ensemble de cloches de bronze, servaient pour la musique de cour et les rituels, notamment à l'époque de Confucius.
Plus au sud, dans la ville de Suzhou, la pagode de la lumière de bon augure, Ruiguangta, date du IIIe siècle. Du haut de la pagode, on peut admirer le site historique de Panmen et sa porte à la fois terrestre et fluviale. Suzhou se compose de rues étroites et d'un réseau de canaux enjambés par une centaine de ponts en arche, ce qui lui vaut le surnom de Venise de l'Orient. Comme les trottoirs, les canaux nécessitent un entretien régulier. Les 35 km de canaux ont contribué à l'essor de la cité. Grâce au transport de marchandises, le commerce local a pu se développer. Les bateliers jouent un rôle capital dans une ville d'eau comme Suzhou. Monsieur Tong a grandi sur les canaux et comme beaucoup d'habitants, il se déplace aussi bien en bateau qu'à pied. Sa barque est conçue pour se faufiler même sous les ponts les plus bas. Les embarcations à moteur n'ont pas encore remplacé les bateliers traditionnels. Les barques silencieuses font toujours partie du décor de la ville. Suzhou est surtout célèbre pour ses jardins classiques chinois, dont 9 sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le jardin de l'humble administrateur, par exemple, a été aménagé au XVIe siècle autour du thème de l'eau. L'architecte Yan Benda, qui travaille en Chine depuis 20 ans, s'intéresse à la philosophie liée au jardin chinois. Dans toute l'histoire du jardin, on peut distinguer 2 grands types. D'une part, le jardin conçu comme un paradis terrestre, et d'autre part, le jardin vu comme une manifestation de l'ordre sur la terre. Les jardins de Suzhou représentent le plaisir. Ils symbolisent le paradis dont nous avons été chassés il y a bien longtemps. De son côté, l'UNESCO décrit ces jardins comme un reflet de l'importance métaphysique de la beauté naturelle dans la culture chinoise. L'organisme les classe en tant que chef-d'œuvre du paysagisme classique chinois. Un genre qui cherche à recréer les paysages naturels en miniature. Dans ces jardins, l'art, la nature et les idées s'intègrent parfaitement pour créer des ensembles d'une immense beauté et d'une harmonie paisible. On y croise les inévitables carpes rouges, mais aussi des canards qui font le bonheur des peintres. Suzhou possède un autre trésor culturel. Le musée de l'opéra est l'un des rares endroits du pays à perpétuer l'une des plus anciennes traditions scéniques de la Chine. L'opéra Kunio est une forme de théâtre classique qui remonte à la dynastie Ming au XVIe siècle. Les interprètes sont en pleine répétition. Ces jeunes acteurs doivent jouer des textes très anciens. L'intonation est primordiale et chaque mouvement est codifié. Dans les rues, c'est le jeu national du mahjong qui tient le premier rôle. Mahjong signifie moineau. Il se joue à 4 joueurs avec 144 tuiles et au moins 2 dés. Et pour réaliser les combinaisons gagnantes, la chance est aussi utile que la tactique. Un autre style d'art populaire, le pingtan, est exclusivement interprété dans le dialecte de Suzhou. Il met en scène 2 artistes pour chanter des histoires d'amour ou des contes. Les interprètes s'accompagnent d'instruments de musique traditionnels comme la guitare chinoise à 4 cordes.
Le spectacle se déroule en général dans des maisons de thé traditionnelles pendant plusieurs heures. Dans ce parc, certains optent pour une partie de cartes en toute tranquillité. D'autres, plus audacieux, tentent leur chance au diabolo. D'abord fabriqué en bambou, cet accessoire de jonglerie remonterait à environ 4000 ans. Ce jeu connaît une grande popularité en France au XIXe siècle, puis à la fin du XXe. C'est d'ailleurs un Français, Gustave Philippard, qui lui donne sa forme actuelle dans les années 1900. La fabrication de la soie est aussi l'une des grandes richesses de Suzhou. Réputée pour la qualité de ses soieries, la ville cultive ce savoir-faire depuis des siècles. La broderie de Suzhou, l'un des 4 styles traditionnels chinois, a également fait sa renommée. De nombreuses manufactures modernes maintiennent la tradition. De l'élevage des vers à soie à l'impression du tissu, la production des étoffes demande toujours autant de technique et d'attention. Dans la province voisine du Zhejiang, la petite ville de Wuzhen est peut-être l'une des plus pittoresques du pays. Elle se situe sur le Grand Canal, au sud de l'embouchure du Yangtze-kiang. Et elle n'a pratiquement pas changé depuis sa fondation au IXe siècle. Comme beaucoup d'autres bourgades de la région, elle est construite autour d'un réseau de canaux séculaires. La cité résiste au temps et conserve un mode de vie traditionnel. Les habitants vivent essentiellement de l'artisanat, comme le tissage ou la sculpture sur bois. La fabrication de libellules de bambou fait partie des activités locales. Au même titre que la confection de pantoufles traditionnelles. De nombreux ponts en arche complètent le tableau pittoresque de cette ville d'eau. Dans le centre, le pavillon Fanglu a une histoire légendaire. Lu Tong, le propriétaire d'une maison de thé, aurait sauvé un vieil homme mourant d'empoisonnement. Or, ce dernier n'était autre que le maître du thé, Lu Yu. Pour remercier son sauveur, il lui aurait transmis tout son savoir et aurait ainsi garanti le succès de l'établissement. L'ancienne résidence de Mao Dun fait partie des monuments de la ville. Mao Dun est un écrivain révolutionnaire du XXe siècle, connu pour son grand engagement communiste. Shen Deong, de son vrai nom, est né et a grandi à Wuzhen. La maison présente une architecture chinoise en bois typique. Ailleurs, c'est au son traditionnel de la guzheng que Madame Gao prépare une cérémonie du thé. La cérémonie du thé demande des années d'apprentissage intensif. Elle nécessite toute une série d'ustensiles précis et elle doit s'effectuer avec le plus grand soin. Le rituel empreint de solennité vise à mettre en valeur l'arôme et la vertu de la plante. Véritable institution en Chine, il est considéré comme une forme d'art. Loin de l'activité contemporaine, la Chine traditionnelle dévoile un patrimoine riche et surprenant.